C'est sur les rives de la Manche, à Dieppe, que Péroline Langevin vient au monde en 1855. Elle grandit dans une famille modeste où chacun fait ce qu'il peut. La jeune Péroline se met à voler pour gagner quelques sous. À 15 ans, elle écope de sa première peine de prison. Elle passe 2 mois derrière les barreaux. Ses vols et ses vagabondages lui valent une belle collection de condamnations. À 20 ans, la jeune femme a déjà fait plus d'1 an de prison. Elle tente alors de refaire sa vie à Rouen, en exerçant le vrai et beau métier de couturière. Ça ne dure pas. La vertu n'est pas son truc. Elle continue de voler. Sans grand talent d'ailleurs, puisqu'elle se fait arrêter à plusieurs reprises par la patrouille. Son dernier vol lui est fatal. Le 6 février 1879, elle est condamnée à 5 ans de bagne, plus 5 ans de surveillance. Direction La Nouvelle, où elle pose le pied le 19 octobre 1881. L'envoi des femmes en bagne était différent de celui des hommes. Les hommes, on ne leur demandait pas leur avis quand ils étaient condamnés pour crimes ou délits divers au bagne. Ils étaient envoyés, on ne leur demandait pas leur avis. Pour les femmes, on leur demandait leur avis. C'est-à-dire, les directeurs allaient voir dans les prisons les femmes en leur disant vous êtes abandonnés par votre famille, vous n'avez pas d'avenir à la sortie de prison, vous serez pourvus d'une ferme, d'un mari, vous pouvez refaire leur vie. Et beaucoup de femmes ont été séduites par ces propositions. Elles étaient en général jeunes, pas mariées, et susceptibles de faire des enfants, ce qui était le but premier de l'envoi de femmes au bagne. Donc c'était leur choix, vraiment. Il n'y a pas eu de femmes obligées à partir si elles ne voulaient pas partir. Quand elles arrivaient, surtout pour les transporter, donc les condamnés pour crime, quand elles arrivaient, que ce soit à Bourail ou à Saint-Laurent-de-Maroni, elles étaient reçues par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui les recevaient dans ce qui était un couvent, en fait, avec des grands dortoirs. Et la journée était jalonnée de prières, comme une vie religieuse. Et leur travail était de fournir les costumes et les habits et des bagnards et même des gardes qui les gardaient. C'était une vie très dure, mais du coup, elles avaient hâte d'en sortir et de pouvoir se marier avec un bagnard. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny trouvent facilement un mari à Péroline. Il s'appelle Abdelkader Ben Charfia. Ce n'est pas un tueur, loin de là. En Algérie, où il est né, il a été condamné pour recel. Après un court passage au bagne de Rochefort, le voilà en Nouvelle-Calédonie pour 15 ans. Le bougre se tient si bien que l'administration lui octroie une concession à Nessadiou. Il va pouvoir exercer de nouveau son métier d'agriculteur. Quand l'administration lui propose une rencontre avec une jeune femme, il saute sur l'occasion. Il a 51 ans, elle en a 27. Le mariage est célébré par le curé de Bourail le 1er avril 1882, en présence de quelques bagnards et leurs compagnes. Un mariage sans réel respect du droit canon. L'administration, elle, veut aller au plus vite. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les centres de cotisation pénale, Bourail, La Foix, ensuite Ouégoua, les curés étaient nommés par l'évêché, mais aux ordres de la pénitentiaire.
Ils avaient exactement le rôle d'un fonctionnaire qui était sous les ordres et les dictats du commandant du pénitencier de la région où ils étaient. Hein. Donc ils étaient même logés, le terrain appartenait à la pénitentiaire. Donc ils n'avaient pas le droit à la parole, ils ne pouvaient être que d'accord avec ce que disait le potentat local de la pénitentiaire, sinon ils dégageaient. Les rencontres entre les femmes et les concessionnaires sont organisées au couvent. Certaines jeunes femmes, encore mineures, sont des enfants de condamnés dont l'éducation est assurée par les religieuses. D'autres sont d'authentiques criminels qui ont le suprême avantage d'être en âge de procréer. Ces sœurs avaient aménagé un espèce de pavillon où elles organisaient des rencontres entre femmes et hommes. C'était un défilé d'hommes et c'était presque systématique, automatique et sans aucun choix ni même possibilité de se connaître. Et il faut dire la vérité, c'est que pour les premières bagnardes envoyées au bagne, elles étaient prostituées par leur mari. Beaucoup. Très vite, les naissances s'enchaînent. Le couple aura 4 enfants en 8 ans. Un garçon et 3 filles. La concession tourne bien, l'administration ne s'est pas trompée sur Scharfia. Il est l'incarnation du rêve saint-simonien, de la réinsertion par le travail. Cependant, ce mariage ne satisfait pas Péroline. Les disputes sont fréquentes, mais la violence ne vient pas des gros bras du chef de famille. C'est Péroline qui frappe. Cette petite blonde d'1,50 m tape si souvent et si fort que Ben Scharfia portera plainte à la gendarmerie. Pendant ce temps, elle retrouve son amant, Ali Ben Lakdar. Abdelkader Ben Scharfia dépose une plainte contre sa femme. Il l'accuse de violences répétées. Cette fois-ci, c'en est trop. Le gendarme compatit. L'affaire est vraiment inhabituelle. Péroline passe donc encore une fois à la barre du tribunal. Battre son mari bagnard pourrait faire sourire n'importe quel magistrat. Elle aurait pu s'en sortir avec quelques remontrances et la promesse de ne plus recommencer. Mais compte tenu de ses antécédents, le juge a pris cette affaire très au sérieux. Péroline est condamnée en correctionnel à 2 ans de prison. Dès sa sortie de prison, Péroline revient à la maison. La vie familiale reprend ses droits. Le petit milieu des concessionnaires commente bien sûr cette histoire. Il suppute sur la capacité du couple à tenir le coup. Il est de notoriété publique que la maîtresse de maison est du genre infidèle. Sept ans plus tard, en 1901, Péroline et Abdelkader sont toujours ensemble. Leur vie quotidienne est harassante,
Péroline n'a pas quitté ses vieux démons et boit beaucoup. Les disputes n'ont jamais cessé. À Nessadio, tout le monde sait que l'ambiance n'est pas vraiment bonne entre les deux époux. Cependant, dans ce petit cercle de concessionnaires, personne n'a anticipé le drame qui allait secouer la famille. Un après-midi du mois d'août, Péroline arrive à la gendarmerie de Bourail. Entre deux sanglots, elle explique que son mari n'est pas rentré depuis 2 jours. Ce n'est pas son habitude. Selon elle, il serait allé chercher des bœufs chez Akali avant de disparaître. Le lendemain, le gendarme se rend chez Ben Charfia. Il constate que le maître des lieux n'est toujours pas rentré. Péroline se montre inquiète. Elle dit au gendarme qu'elle a un mauvais pressentiment. Elle pense qu'il est arrivé un malheur à son homme. Péroline confie même qu'un certain Ali en veut à son mari. Il aurait juré de le tuer s'il se retrouvait seul avec lui. Le gendarme a du mal à croire Péroline. Ben Charfia ne lui a jamais parlé d'alliance éterne. Abdelkader Ben Ali est l'un des concessionnaires voisins, dont personne ne s'est plaint jusqu'à présent. L'enquêteur fait ensuite soigneusement le tour de la maison à la recherche d'indices. Il ne trouve rien. Alors qu'il s'éloigne, une odeur forte attire son attention, comme une odeur de chair brûlée, une odeur de mort. Dans le tas encore fumant, parmi les tiges de maïs, il aperçoit une masse informe, enveloppée de chiffons et en partie consumée. Les restes d'un corps humain. Sans aucune émotion, Péroline identifie immédiatement le corps de son mari. Mais elle n'a fait que mettre le feu au tas de paille sans savoir. Alors, un corps humain, ça brûle pas très bien. Mais tout dépend de ce qu'on veut faire en le brûlant. Si le but c'est de faire disparaître le corps, ça brûle très mal. Il faut des températures extrêmes. Dans le cadre de funérailles, les fours sont à 800 degrés pendant 2 heures, donc c'est quand même très long pour faire disparaître un corps. Et tout ne disparaît pas sur une crémation. Tout ce qui est calcaire, les os et les dents ne disparaissent pas à des températures de 800 degrés pendant 2 heures. L'odeur d'un corps qui brûle, c'est une odeur de viande qui sera plus ou moins cuite et plus ou moins brûlée. Donc vous aurez une odeur tout à fait similaire à un bovin ou un autre animal qui est brûlé. Par contre, si vous brûlez un cadavre, il va y avoir des choses qui se passent quand même. C'est-à-dire que au moment où le corps monte en température, il faut avoir le cœur bien accroché, j'imagine, puisqu'on va avoir des mouvements quand même du cadavre qui vont se faire par contraction. En fait, les fibres musculaires se rétractent et donc on a des mouvements qui peuvent paraître tout à fait réels et naturels. Donc je pense que ça doit être une expérience assez terrifiante à vivre. S'il s'agit d'un maquillage, d'un meurtre, maquillage, on entendra un accident avec des flammes qui vont dégrader le corps. On retrouvera un corps et on aura peut-être plus de difficultés à retrouver le mode de la mort, c'est-à-dire un mode homicidaire et pas accidentel. Quand le cadavre est décédé après avoir été brûlé, on va retrouver des traces de fumée et de suie dans ses voies aériennes. Au niveau même autopsie, qu'on pourra faire parler des corps très dégradés en fonction de ce qu'on retrouvera. On retrouvera des choses qui pourront nous permettre d'interpréter
de dater la mort par rapport à l'immolation. Suite à cette macabre découverte, Péroline Langevin est incarcérée au pénitencier de Bourail. Au cours des interrogatoires, elle parle. La nuit dernière, elle aurait vu Lakdar donner un coup de tamioc sur la tête de son mari. Il serait mort sur le coup. Le meurtrier aurait ensuite coupé les membres du cadavre avec un sabre et aurait demandé à Péroline de l'aider à se débarrasser du corps en le jetant dans le feu. Ali Ben Lakdar est à son tour mis sous les verrous. Le jour du procès, la salle d'audience est pleine. Il est rare de voir une femme accusée d'un tel meurtre. Dans sa cuisine, elle aurait débité une jambe en 2 morceaux pour qu'elle brûle mieux. Elle n'a rien fait. On a tué son mari. C'est son amant, puis un voisin qui l'aurait aidé. Puis elle enchaîne les versions, les scénarios. Toutes ces contradictions ne trompent pas les juges. Ali Ben Lakdar, lui, n'a jamais varié. Il dit être victime d'un complot. Il accuse un certain Mistigri qui serait jaloux de lui. Pour les magistrats, les arguments de l'accusé ne tiennent pas. Mistigri n'est qu'un pauvre concessionnaire qui a le malheur de ne pas s'entendre avec lui. C'est une fausse piste. La fille de Péroline, 17 ans, est présentée à la barre. Elle confirme d'une voix tremblante que Lakdar est bien l'amant de sa mère. Sans doute une manière de la couvrir, mais les jurés ne sont pas dupes. Ali Ben Lakdar, l'amant accusé à tort par sa maîtresse, est acquitté. Le tribunal n'a aucune preuve de sa participation au crime. Péroline, elle, est condamnée à la peine de mort. Défendre une femme, c'est nécessairement différent de défendre un homme parce que les crimes et délits sont commis à plus de 90%, je crois que c'est même au-delà de ça, par des hommes. Donc il y a déjà le phénomène de rareté. Voir une femme devant une cour d'assises pour un meurtre, c'est excessivement rare. Je crois qu'effectivement, la contrepartie de la misogynie de nos sociétés était que les femmes étaient relativement plus protégées. Surtout dans le Midi d'ailleurs, en Provence et dans le sud de la France, les juges et les jurys étaient relativement tolérants et indulgents par rapport aux femmes. Longtemps, ça a été compliqué, même pour les juges aussi, de pouvoir incriminer une femme. Pour toutes les raisons qu'on peut, elle est fragile, sensible, c'est pas possible, c'est une mère de famille, etc. Donc ça les a préservées pendant longtemps, on va dire certaines. Après, pour le profil psychologique, on va avoir une déclinaison et on peut retrouver différentes formes, entre autres des traits psychopathiques. Est-ce qu'une femme peut faire un crime d'homme? C'est une bonne question parce que ça interroge la question, je dirais, du sexe et surtout la question du genre. On a tendance à se rattacher au sexe, masculin, féminin, alors qu'il est important de s'intéresser au genre, c'est-à-dire au rôle social. Et effectivement, on peut avoir des femmes qui vont plutôt investir le côté masculin ou en tout cas une certaine virilité autour de la criminalité. Pour Péroline, c'est pas un crime, c'est un crime très particulier, donc elle a un profil, moi que j'aurais tendance à la situer, c'est une psychopathe en fait. Ce serait la piste qu'on pourrait avoir avec les éléments cliniques qu'on peut avoir dans son récit. Donc ça serait plutôt quelqu'un qui tend vers une psychopathie, hein, donc un trouble de la personnalité, antisocial, difficulté d'empathie, etc., etc., pas de remords. Et on voit son profil se construire tout doucement. Hein. Elle a un profil délinquentiel très jeune, très tôt, qui s'accumule et au fur et à mesure de ses expériences de vie, elle s'enferme dedans et elle se construit comme ça. Hein, la psychopathie, il y a un pic, on va dire, entre 20 et 30-40 ans et ça diminue progressivement avec l'âge. Psychopathe ou non, ce n'est pas le sujet pour son avocat du jour, qui choisit la tactique juridique de l'empathie. Je pense que pour la défendre, il faut vraiment aller chercher à la fois dans son histoire personnelle, parce que là aussi c'est très rare d'avoir une femme qui a une carrière criminelle, qui démarre aussi tôt dans sa vie, et qui part de larcin et qui finit par être une meurtrière.
Donc il y a certainement des événements dans sa vie. Alors aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'inceste, des abus sexuels, etc., qui vont provoquer vraiment un changement de personnalité et créer ce genre de personnage. Donc je pense que là, vraiment, le travail à faire, c'est pas tellement sur les faits eux-mêmes, c'est sur la personnalité et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Maintenant, j'exclus pas non plus qu'elle n'ait fait ça que pour se défendre. Je connais pas les faits de la cause, bien évidemment, on n'a pas les éléments complets, mais qui nous dit que son mari n'était pas quelqu'un qui l'a frappée, abusé d'elle, etc., et qu'elle a voulu y mettre un terme. Et dans ces conditions, en fonction de ce qu'elle a enduré, de ce qu'on peut établir, la situation est complètement différente. Elle est complètement différente. Après, bon, effectivement, elle l'a pas loupé, parce qu'elle l'a quand même découpé en morceaux. Mais justement, dans cette rage, moi, j'y vois un symptôme de violence et de réaction forte. Elle s'est pas contentée, elle l'a pas empoisonné, elle l'a massacré. Et ce qui est d'autant plus révélateur, c'est qu'elle a eu, après, une autre vie, puisque finalement, elle a été graciée, elle a réépousé quelqu'un avec qui elle n'a jamais eu de comportement criminel. Donc, je suis pas certain que la victime, à l'époque, ait été exempte de toute responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il y avait vraiment 2 axes à travailler pour lui éviter la peine de mort. Le premier, c'est une expertise psychiatrique, parce que manifestement, elle a pas toute sa tête, donc ça c'est vraiment un premier travail. Est-ce qu'elle était susceptible véritablement d'être jugée? Aujourd'hui, c'est systématique. Dès qu'on comparait en cour d'assises, il y a une expertise psychiatrique obligatoire. À l'époque, je ne sais même pas s'il y avait de psychiatre en Nouvelle-Calédonie ou si le psychiatre existait. Le deuxième élément, oui, c'est que si c'est une meurtrière de sang-froid, c'est très compliqué de lui éviter la peine de mort. Si c'est quelqu'un qui est passé d'un abuseur à un autre dans sa vie, et qu'à un moment donné, elle a été effectivement victime à nouveau par cette personne de comportements violents, le dossier est complètement différent. Donc c'est un peu frustrant de ne pas avoir tous les éléments du dossier, mais je pense que moi j'aurais creusé de ce côté-là. Péroline a finalement été graciée par décision du président de la République, Émile Loubet, en mai 1902. Sa peine est ensuite commuée en travaux forcés à perpétuité. Elle réintègre le couvent de Bourail. Elle y reste 5 ans avant de se remarier avec un autre arabe, Kébir Ahmed Abderrahman. Une union, cette fois, sans histoire. Elle décède le 16 octobre 1929 à Montravel, Nouméa, à l'âge de 74 ans. Péroline a-t-elle eu raison d'accepter de s'exiler en Nouvelle-Calédonie? Je pense que la Nouvelle-Calédonie était attrayante et que quand on proposait à ces femmes de partir en Nouvelle-Calédonie, elles avaient raison d'accepter. Que le sort en Nouvelle-Calédonie m'a paru à moi préférable à celui de ces femmes qui, sorties de prison, étaient exclues, ne pouvaient pas revoir leur famille, abandonnées, pratiquement vouées à la prostitution. Bon, je trouve qu'elles ont eu raison de partir en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas pour la Guyane, parce que la Guyane, tout le monde savait, les prisonniers, le bruit courait à travers les prisons, qu'on pouvait partir en Nouvelle-Calédonie, mais que partir en Guyane, c'était la mort assurée. Et effectivement, les femmes n'ont eu aucune descendance en Guyane. Vraiment, la misère était trop grande et il n'y a pas eu d'enfants, il n'y a pas eu de descendance, ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie.